Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 7 février 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, en ce début de semaine, nous avons toujours des marchés, comme vous le savez, tiraillés entre la politique monétaire des banques centrales, à savoir les hausses de taux à venir et la réduction du bilan aussi dans les prochains mois, et en parallèle les résultats d'entreprise. On fera le point dans la partie macro. Aux États-Unis, on a eu pas mal de publications. Les grosses techs sont passées. C'était un peu mi-figue, mi-raisin entre Apple, Alphabet et Amazon qui ont publié des résultats monstrueux, et Netflix et Facebook qui se sont quand même pris moins 25% après leurs résultats. Donc, des marchés quand même tendus, nerveux et qui vendent les résultats à la moindre déception. Ensuite, on a quand même eu le rapport sur l'emploi américain. La semaine dernière, c'était aussi l'un des principaux catalyseurs sur la semaine écoulée. Globalement, suite à la publication, les indices ont un peu terminé la semaine sur une note contrastée, je dirais, hésitant entre de bons résultats de société et la robustesse de l'économie américaine d'un côté. Effectivement, on a eu un rapport sur l'emploi américain assez brûlant qui ont renforcé justement les craintes d'un resserrement monétaire musclé de la part de la Fed. Donc, je trouve que les investisseurs ont un peu mal digéré la publication du rapport mensuel, qui a quand même fait état de 467 000 emplois créés en janvier, plus du triple de ce qui était pronostiqué par les économistes. Ils tablaient sur 150 000. Et en outre, le chiffre de décembre a fait l'objet d'une révision majeure, passant de 199 000 créations à 510 000. Donc, un rapport assez bouillant, j'ai envie de dire. Et à l'issue de ce rapport, en fait, près de 40% des opérateurs tablaient sur une hausse de 50 points de base du taux directeur de la Fed dès mars, alors qu'il n'était que 2% il y a encore un mois. Donc, ce qui montre à quel point la nervosité sur les marchés. Effectivement, la Banque centrale américaine est en effet habituée à des hausses de taux d'un quart de point à chaque fois, et qu'on voit les statistiques, la publication des chiffres sur l'emploi et le niveau de l'inflation, effectivement, tout porte à croire qu'elle pourrait procéder finalement à une hausse de taux de 50 points de base au mois de mars. Donc on verra ça d'ici la prochaine réunion de la Fed au mois de février, dans ce mois-ci, et peut-être qu'on aura un peu plus de visibilité derrière. Maintenant, les investisseurs attendent cette semaine les chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis jeudi, qui devraient eux aussi alimenter en fait le débat sur l'ampleur et le rythme du resserrement monétaire à venir. Donc là, on a eu des données clés sur l'emploi. Maintenant, un chiffre important à surveiller jeudi, les chiffres mensuels des prêts à la consommation outre-Atlantique. Ce matin en Europe, on hésite aussi, on évolue, je crois, légèrement dans le rouge. Bref, sans direction claire, on a quand même bien chuté vendredi, pénalisé par euh, les rendements, la hausse des rendements obligataires, limitant justement l'effet positif de la clôture solide, on va dire, de Wall Street vendredi. Même si on a légèrement terminé dans le rouge pour le Dow Jones, on a perdu 0,05, je crois. Bref, en tout cas, en Europe, on avait clairement terminé dans le rouge après les chiffres mensuels de l'emploi, marqués, comme je vous le disais, par des créations de postes bien supérieures aux attentes et une augmentation surtout marquée des salaires. Et ça, ce sont des évolutions susceptibles en fait de justifier des hausses de taux d'intérêt dans les mois à venir. Pour rappel, les investisseurs tablent sur 4 voire 5 hausses de taux, et certaines banques tablent sur 7 hausses de taux. Donc un resserrement monétaire assez agressif. Par ailleurs, en Europe, on reste aussi préoccupé, certes, par la perspective d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Fed, notamment si elle effectue 50 points de base au mois de mars, mais aussi finalement par l'aveu de faiblesse de Christine Lagarde, et donc d'une première hausse de taux de la Banque centrale dès cette année. Donc
là, pareil, les investisseurs tablent, je crois, plutôt sur le mois de septembre. Donc, encore une fois, je pense que Christine Lagarde ajustera le tir en fonction de la politique monétaire de la Fed et de l'évolution de l'inflation en zone euro. Sinon, la semaine qui commence sera aussi rythmée, comme la précédente, par les publications de résultats aux États-Unis, en Europe et au Japon. On fera justement un point dans la partie macro. Plus calme, très clairement, aux États-Unis. Les GAFAM ont publié, donc tous les gros poids lourds sont déjà passés. Il reste quelques entreprises, mais elles n'ont pas, si vous voulez, un poids très important au sein des indices boursiers, que ce soit le S&P ou le Nasdaq. Enfin, bien entendu, on va quand même surveiller toujours l'actualité géopolitique avec la poursuite des discussions sur l'Ukraine et l'OTAN d'une part, et les progrès réels ou supposés des pourparlers sur le nucléaire iranien d'autre part. Voilà un peu dans ce qui touche un peu les tensions géopolitiques, mais surtout le conflit Russie-Ukraine, États-Unis. Bon, actuellement, il y a des négociations entre Macron avec Poutine, Joe Biden, bref, on tente d'apaiser ces tensions, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'un des dirigeants politiques vienne rajouter de l'huile sur le feu et d'amplifier un peu les tensions entre les nations, entre les puissances, les grandes puissances économiques. Ici donc les résultats aux États-Unis cette semaine. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de gros groupes. Pour le Dow Jones, on a Pfizer, effectivement. Ensuite, Coca-Cola aussi, qui est dans le Dow Jones. Walt Disney. Uber pour de la tech. BP, bon bah ça, société pétrolière, mais elle n'est pas dans le Dow Jones. Aujourd'hui, en tout cas, pas de grosses publications. Bon, Amgen, mais c'est dans le Nasdaq, ça. Et c'est tout pour les US. Très clairement, Twitter, ah si, j'ai pas vu Twitter pour de la tech, mais sinon, tout ce qui est donc, on n'a pas beaucoup de tech, hein. Vraiment, elles ont toutes été publiées la semaine dernière, enfin, du moins les gros poids lourds. On attendait Amazon notamment. Mais ici, on va plutôt toucher le Dow Jones avec Pfizer, Walt Disney, Coca-Cola, et c'est tout. Donc une publication, toujours des résultats, mais une publication un peu plus légère aux États-Unis. Néanmoins, en Europe, surtout pour le CAC 40, on commence quand même à avoir quelques sociétés qui ont une pondération assez importante au sein de l'indice, notamment les bancaires, mais aussi le luxe avec L'Oréal. Donc on a déjà eu LVMH qui a publié. Là, on a BNP qui va publier demain avec Crédit Agricole et Société Générale. Donc là, en fait, tir groupé, ça va donner de la visibilité, hein. Les résultats des bancaires aux États-Unis avaient été vendus très clairement dans l'ensemble. Quelques boîtes avaient dépassé les attentes, mais Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan avaient quand même déçu les opérateurs et globalement, on a vu une correction malgré justement des rendements obligataires qui continuent de grimper et favorisent justement ce secteur. Donc là, intéressant de voir, puisque le 10 ans US continue son ascension, comment vont se comporter nos bancaires françaises. Est-ce qu'au contraire, on va amplifier la baisse sur l'indice CAC 40 ou permettre de nouveau un rebond? En tout cas, on fera le point dans la partie technique juste après. Ensuite, Total, forte composante aussi du CAC 40, hein, tirée par les cours du pétrole, donc à suivre aussi mercredi. Et puis bah, L'Oréal, tout ce qui est du luxe, mais pareil, L'Oréal, Hermès, Kering ont quand même voilà, une place importante dans le Dow Jones. Cette semaine, on a L'Oréal et je pense que la semaine prochaine, ce sera Hermès et Kering qui vont publier leurs résultats. Donc voilà en gros
le calendrier à surveiller cette semaine, mais surtout focus très clairement sur les bancaires. Côté graphique, alors on est sur les cryptos, on va aller sur notre CAC 40. On est toujours dans notre configuration d'une épaule, tête-épaule. Si certains veulent mettre le stop à break-even, si vous avez vendu ici, pourquoi pas. Pour rappel, je vous parlais du chandelier de retournement qui était en place. On a eu une belle bougie baissière vendredi. Et là, on est en train de former un pattern et j'ai oublié le nom. Je ne me souviens plus si c'est les 3 soldats noirs. Bref, c'est qu'on a un pattern rouge, on gap à la hausse, on fait de nouveau un pattern rouge, on gap à la hausse, on fait de nouveau un pattern rouge. Et j'ai oublié, malheureusement, c'est un pattern qu'on ne voit pas tout le temps. L'inverse à la hausse, je crois que c'est pareil à la hausse, je ne me souviens plus si c'est les 3 corbeaux blancs ou les 3 cavaliers. Je crois qu'à la baisse, c'est les 3 cavaliers. Bref, je vous invite à faire quelques recherches. En tout cas, je reviendrai avec le pattern en tête demain. Mais généralement, c'est un pattern de continuation de tendance baissière. Donc, affaire à suivre. Effectivement, on est toujours dans ce scénario d'épaule, tête-épaule. Et pour l'instant, c'est timide, mais on n'arrive pas à reconquérir les résistances. L'indice CAC reste quand même assez solide. Je garde toujours en tête ce scénario d'épaule tête épaule. La divergence baissière n'est toujours pas validée en données hebdomadaires. Vous voyez, si je trace, hop, juste ici, on ne l'a pas cassé. On ne l'a pas vraiment cassé. Ici, on ne l'avait pas cassé. Et là, on ne l'a toujours pas cassé. Donc, divergence en cours de formation, mais pas validée. Je verrais bien très clairement un retour sur la Kijun dans un premier temps. Voilà, on peut venir chercher les 6888, 6900 points. Toujours un biais baissier, je trouve, sur le CAC 40, bien évidemment. En données 4 heures, bon, on repasse sous les 38,2. On a fait un gap haussier sur les 38,2. C'est revendu. Voilà, pour moi, je pense qu'on peut aller chercher les 6900. Je vous disais de prendre un TP1 la semaine dernière si vous aviez vendu sur l'étoile du soir. TP1 ici, petit TP2 là, et derrière, il faudrait garder un reliquat si le marché se retourne vraiment et qu'on va chercher plus bas. En données horaires, bon, pas beaucoup d'informations. Finalement, tous les rebonds actuellement sont vendus. Pas beaucoup d'indications très clairement ce début de semaine. Sur le CAC, je garde toujours mon biais haussier. Si vous voulez mettre votre stop à break-even, pour celles et ceux qui ont vendu sur le pullback ici vers les 7040, pourquoi pas, vous prenez déjà 100 pions, c'est pas mal. L'idéal, ce serait quand même de prendre son TP ici, à 6009, et puis après laisser, si ça casse, voilà, que le marché complète la deuxième épaule. Le DAX, c'est à peu près la même chose. J'ai du mal à le mettre dans une figure d'épaule tête épaule. Pour moi, c'est plutôt un énorme range ici. Mais effectivement, certains ils verront aussi une épaule tête épaule. Donc le DAX aurait déjà complété son épaule tête épaule. Enfin, finaliser la deuxième épaule. Vous voyez qu'on est de retour sur la ligne de coup. Pour moi, c'est le pivot clé, c'est les 14008. Si on casse les 14008, je pense qu'il y aura un joli trade swing à effectuer pour aller chercher au moins 14004. Donc là, je mets toujours cette configuration dans un range. Ce qui me dérange, c'est la vague haussière qu'on a eue ici. On aurait une vague moins importante. Je pense que j'aurais mis dans épaule, tête, épaule. Mais le fait qu'on ait cette belle rotation, j'ai plutôt envie de mettre dans un range. Effectivement, si ça casse par le bas, qu'on mesure l'objectif théorique via le range ou via l'épaule ici, donc tête, épaule, l'objectif reste le même. En tout cas, c'est fragile, plus fragile que le CAC, très clairement. Encore une fois, je vous disais, le CAC 40 reste l'indice le plus solide.
Donc, celles et ceux qui ont anticipé la deuxième épaule, qui ont vendu ici, ont déjà réalisé un beau trade. Maintenant, on est sur zone. J'ai pas envie de payer la zone pour l'instant. Je suis pas convaincu du rebond. Au contraire, on a fait avec un gap haussier. Les vendeurs ont repris la main derrière. On est sur zone. J'ai pas de changer de retournement. Je pense qu'il faut attendre encore un peu en ce début de semaine, voir ce que vont faire les opérateurs américains. Mais là, je suis pas convaincu de l'Europe. En tout cas, du rebond en Europe, je suis pas convaincu. J'ai pas de changer de retournement. Au contraire, on a fait le gap ce matin, ça repart à la baisse. Du moins, on est tout de suite venu combler le gap, mais il n'y a pas vraiment un flux vendeur qui montre que la pression vendeuse est encore très présente, mais d'un autre côté, le flux acheteur est inexistant. Donc, aucune raison de vendre ici. On est sur zone, en fait, très clairement. Vous voyez, on est sur la zone de notre épaule, tête-épaule, si vous voyez cette figure. Donc, on est sur une zone de support, aucune raison de la vendre. Mieux vaut attendre une cassure et un pullback dessus. Maintenant, à l'achat, bon, on va voir si on a une belle bougie, un avalement ici qui pourrait éventuellement former un double creux. Et pour l'heure, je ne suis pas convaincu de la hausse en ce début de semaine. Maintenant, effectivement, données hebdomadaires. Bon, pour la première fois, là, on a vraiment clôturé sous Kijun et même 50. On est venu faire le pullback la semaine dernière. On est sur le bas du range. Bon, pas de précipitation ce début de semaine. Attendons de voir ce que veut faire le marché. Si on a des gros signaux H4, pourquoi pas tenter un achat. Mais là, tout de suite maintenant, plutôt envie d'être observateur. Le Dow Jones, pareil, indécision totale, je trouve, surtout qu'on voit la séance de vendredi. Finalement, on a certes une cassure Tenkan Kijun, mais on a beaucoup de mèches. Donc ça, c'est un point négatif. Le deuxième point, c'est que Chikou n'est pas libre de tout obstacle. Je vous disais que j'étais tiraillé sur le Dow Jones entre la cassure Tenkan Kijun mensuelle et l'avalement baissier sur les futurs. J'attendais de voir la clôture hebdomadaire pour avoir un peu plus d'informations. Et globalement, je ne suis pas convaincu de cette cassure Tenkan Kijun, dans le sens où la cassure Tenkan Kijun nécessite quand même une bougie flux et directionnelle au moment de la cassure. Et là, on n'a pas vraiment une bougie flux directionnelle. On a beaucoup de mèches hautes. Encore une fois, je vous le redis, la force acheteuse se trouve dans le corps des bougies. Vous voyez, ici, on avait vraiment une belle bougie. Bon, on est parti, on a inscrit un peu historique, c'est un peu retombé. Je considère que ce pattern de cassure Tenkan Kijun a un peu dysfonctionné. Celui-ci avait bien fonctionné. Malgré quand même, on avait une mèche basse, mais ici, la mèche haute est très clairement plus haute, plus importante que le corps de la bougie, et ça me dérange. Et deuxièmement, c'est Chikou, en fait. Le fait que Chikou soit dans les prix, ça, pareil, c'est pénalisant. Normalement, Chikou est censé être libre de tout obstacle. Et là, on va ouvrir et Chikou va vraiment une nouvelle fois taper dans les prix. Donc, pour moi, c'est pas bon. Donc, voilà ce qui m'embête un peu sur le Dow Jones en données hebdomadaires. Maintenant, balle au centre, très clairement. Là, on aurait un dérivé aussi de l'étoile du soir, très clairement, puisqu'on a eu le gap baissier ici, on n'a plus le gap haussier. Je vais resumer correctement. Mais on est sur un dérivé d'une étoile du soir. Autant sur le futur, on a vraiment eu le bel avalement baissier qui est propre, mais là, vraiment indécision, un balle au centre. On a tenté de clôture à la hausse, à la baisse. J'aurais très clairement aimé qu'on clôture sous Kijun, sous MM200. Ça renforcerait vraiment le scénario baissier. Et là, on a quand même tenu notre plat Kijun et le niveau des 50. Donc ça, c'est le point négatif pour accélérer à la baisse. Maintenant, on donnait 4 heures. Donc j'ai vraiment hâte de voir le début de la séance et comment les indices vont se comporter. Allons voir un peu sur les futurs en données 4 heures, pas plus d'infos que ça. Je scrutais surtout les chutes, car pour moi on avait quand même un joli pattern. Bon, on est quasiment proche de l'équilibre, mais voilà. Là, il y avait quand même un beau pattern, bel avalement baissier. On a clôturé quasiment dans le rouge. On a clôturé. Ouais, bon,
flat. Mais on a un gros niveau, alors vous voyez, on n'arrive pas à le casser. Et j'ai du mal à être acheteur avec un avalement haussier sur le niveau des 61,8. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais on a quand même mis un plan vendeur ici sur pullback. Peut-être que certains ont pris des bénéfices vendredi. Effectivement, on est venu taper cette zone, mais j'ai un peu de mal à être acheteur très clairement quand je vois cet avalement baissier. Mais d'un côté, il faudrait qu'on casse la zone. Là, on a la MM50 qui remonte. Bon, je suis vraiment tiraillé sur le Dow Jones. J'arrive pas à savoir ce qu'essaye de nous dire le marché. Très clairement, si on casse cette zone, il faudra continuer à chercher des shorts. Voilà, ça c'est le niveau charnière. Vous voyez la zone qu'on a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avant de la casser. Zone de polarité, je m'appelle Ishimoku. Peut-être qu'on a un canal haussier, qu'on pourrait venir taper le canal. Et effectivement, si on casse, on va chercher que des ventes à nouveau. Même si j'ai un biais baissier, mais ce biais baissier se renforcera si on casse même M50 et ma zone ici. Et là, on pourra de nouveau aller chercher les prochaines zones. Donc voilà le plan, plutôt un plan baissier qui avait déjà été mis en place la semaine dernière. Maintenant, on a du mal, ça tient. Affaire à suivre donc, mais c'est vrai que si on repasse, si on casse la zone des 61,8, là très clairement j'arrêterai de chercher de vendre, de chercher des ventes. Là pour moi on est vraiment sur une zone clé des 61,8. L'avalement, ça tient, il est toujours vivant, il est clairement pas invalidé. Maintenant il faut qu'on accélère la baisse et pour ça il faudrait qu'on casse voilà, notre zone MM50 oblique. Et là de nouveau on pourra chercher des ventes dans le sens du flux. Le Forex, pas grand chose à dire sur le Forex en ce début de semaine, honnêtement. Soit on est haut perché, soit au perché, soit on est sur une fin d'accélération haussière, et donc difficile de mettre en place des plans de trading, surtout sur l'euro. Là, c'est vrai qu'on voit la bougie, l'avalement haussier qu'on a eu, c'est quand même impressionnant. Pour moi, c'est les 1,1530 à aller chercher. On a une super zone 1,1512, 1,1530. Je verrais bien encore une dernière vague de hausse ici pour tenter une vente sur repli. Donc là, pour moi, c'est la zone idéale. Et même 200 qui jaune, zone de polarité 1,1530. C'est vraiment le niveau que je cherche, que je surveille en tout cas cette semaine pour tenter une vente sur repli. Pas plus. On a quand même une belle bougie flux. Si je dézoome, pour l'instant, j'ai pas envie de vendre. Le scénario alternatif serait un range ici. Et actuellement, on peut commencer avec le nuage là qui s'est mis à plat à anticiper ce range, mais pour autant, j'ai pas envie de vendre là maintenant tout de suite. Les conditions ne sont pas réunies très clairement. Donc voilà, scénario de range et je surveille l'excès sur les 1,1530 pour tenter un repli pour viser la 1,1460. Mais effectivement, si je bascule en données 4 heures, bon, il y a eu l'avalement baissier de vendredi, hein, effectivement, bel avalement baissier, mais j'ai pas envie de vendre. J'ai pas envie d'être vendeur là maintenant. C'est l'avalement de vendredi, on est lundi. Les opérateurs peuvent avoir une autre vision, un avis peut-être biaisé suite au rapport mensuel sur l'emploi américain. Bref, des niveaux clés. Pour l'instant, je surveille des niveaux clés sur l'euro-dollar. 1,1460, c'est une zone intéressante, mais bah, si on peut aller chercher la 1,1530 pour tenter une première vente, ce serait vraiment parfait. Et après, derrière, pourquoi pas chercher à se positionner dans le sens du flux. Bon, on verra d'ici demain si on a une grosse réaction sur les 1,1460. Peut-être que je reverrai ma copie, mais là, j'ai pas envie d'être acheteur sous résistance, très clairement. Et je suis pas convaincu du retournement baissier dans l'immédiat, donc pas envie d'être vendeur. J'attends de voir ce que vont nous faire les investisseurs américains cet après-midi.
L'euro-yen, pareil aussi, je surveille la paire. Ce qui me dérange, en fait, c'est le flux, encore une fois, impulsif et directionnel. Et en revanche, on a fait un gap haussier. Et gap haussier, donc là, pareil, un point surveillé. Comme le GBP-AUD la semaine dernière, rappelez-vous, le gap haussier, l'avalement, ça avait quand même donné quelques pips. Bon, il a fallu mettre le stop à break-even rapidement suite à la BOE. Mais là, on se trouve un peu dans le même scénario, à savoir un gap haussier. J'attends de voir la clôture. Si on fait l'avalement et qu'on casse sur l'avalement le top ici, je pense que je tenterai une vente avec un stop loss au-dessus pour aller chercher, pour retourner sur le niveau de support. En revanche, si on clôture comme ça, s'il n'y a pas d'avalement, si on clôture pas sous les 131,35, alors je laisserai tomber les ventes. Voilà le plan. Juste, j'aime bien le gap haussier, l'avalement qu'on est potentiellement en train de former, il nécessite une confirmation. Si ce dernier est confirmé, pourquoi pas tenter une petite vente. L'euro GBP suivi pour celles et ceux qui avaient peut-être tenté le double creux. Ça part bien, en tout cas. L'objectif, c'est les 85,25. Bon, l'idéal, c'était vraiment de payer sur les 0,83. Malheureusement, avec les annonces de Christine Lagarde, difficile d'anticiper qu'elle allait un peu, enfin, d'un côté oui, d'un côté non, mais difficile après de se positionner sur le marché. Le fait qu'elle ait retourné sa veste et parle d'une hausse à venir de taux en 2022, forcément, ça dope l'euro. Bon, pour les retardataires, néanmoins, le double creux était toujours envisageable et c'était toujours possible de le jouer même après les annonces. Donc, suite à la cassure ici, un stop loss là, comme je vous le disais. Pourquoi pas prendre un petit TP par ici, TP final par là, et puis garder un reliquat derrière. J'ai envie de voir la bougie. Voilà, on a un magnifique avalement haussier. Je sens que ça va partir plus haut. L'avalement haussier magnifique en données hebdomadaires, comme ici. Tac, là, on avait formé un double creux. Derrière, c'était parti pleine balle. Donc là, oui, pour moi, on a un gros signal hebdomadaire de retournement de tendance et de creux sur la bande basse du range. Donc, le TP, en vrai, le TP intermédiaire, ce serait 86,50. Et si on casse, on pourrait viser tellement haut. Donc après, à vous de voir, hein, si vous êtes un investisseur swing, c'est pas non plus interdit de payer là, placer son stop loss en dessous. Et de se dire, bah, je pense que l'euro va continuer de grimper, on va aller chercher les 86,50 et les 88,75. C'est un trade long terme, vraiment. Voilà pourquoi je m'intéressais vraiment à la bourse de base pour affiner le ratio et avoir un super ratio. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu suite aux annonces des banquiers centraux. C'est souvent comme ça en bourse. C'est un peu le temple des regrets, la bourse. Et là, pour le coup, l'euro GBP on a vraiment montré cet adage boursier. Donc, deux scénarios, soit vous étiez rentré sur le double creux, dans ce cas-là, stop loss à break-even, petit TP ici, on va chercher l'objectif théorique qui est la moyenne mobile 50 du double creux, et derrière on garde un bon reliquat pour aller chercher les 86,50. Sinon, eh bien, si on casse ce niveau, pourquoi pas entrer en position, stop loss en dessous, très très long terme, et espérer, voilà, si possible, qu'on aille chercher ce niveau, et pourquoi pas une rotation complète des prix vers la borne haute du range. En données horaires, bon, cassure Tenkan qui s'est faite en 2 temps, malheureusement. Mais ça reste aussi, et voilà, l'euro reste bien orienté, clairement. Et donc, pourquoi pas, allez, je vais continuer à faire le suivi de cette paire. Et pour moi, on a un objectif quand même intéressant à aller chercher vers les 0,85-25. Le gold.
Bon, le gold, de nouveau, grosse réaction après les chiffres de l'emploi. On est venu taper sur zone, on est reparti. On s'était fait stopper jeudi après les annonces de la Banque centrale à break-even. Là, boum, de nouveau, on est retombé. On a vraiment des soubresauts, des mouvements brusques, erratiques. On a l'impression que ça va tomber, finalement, ça repart. C'est un marché vaseux, compliqué. Encore une fois, on est vraiment en plein dans les portes de saloon, tout ce que j'adore. Difficile à trader le marché, difficile de voir ce qu'il veut faire. D'un autre côté, on tient encore la bande de base de ce canal. Malheureusement, on s'est fait sortir la semaine dernière sur break-even. Peut-être que certains n'ont pas mis le stop à break-even suite à la divergence 4 heures, ont tenu le trade, tant mieux pour eux. Bon, je suis vraiment neutre sur le gold. La clôture hebdo est pas horrible, très clairement. On a Kijun qui remonte, Platencan, on est au-dessus. Ce qui montre finalement que les acheteurs montrent quand même un peu de force. Et ça se voit à travers les mèches, le fait qu'on n'arrive pas à casser notre zone. Mais j'ai pas envie d'être acheteur maintenant et plutôt envie de tenter un trade si on casse les 1830. Voilà. Casse les 1830, un stop loss par là, on vise les 1850 et on espère une sortie par le haut du triangle. Et là, pour le coup, ça deviendra intéressant. On aura du flux, on pourra se positionner et espérer aller chercher des beaux niveaux. Mais pour l'instant, pareil, quoi. La hausse des rendements obligataires, c'est pas terrible pour le gold. Heureusement que le dollar cède du terrain depuis quelques séances. Sinon, si on regarde d'un point de vue des rendements obligataires, c'est vraiment pas bon pour le gold. J'attends de voir. Certains voient déjà l'épaule, tête épaule. Bon, je la prends pas en considération pour le moment. Pour moi, rien n'est fait. Il y a une force acheteuse qui est en place. Je surveille les 1830. Voilà. Si on peut aller chercher les 1830 cette semaine, on interviendra sur ce niveau pour payer une nouvelle fois, comme ici, sur pullback, et pas prendre de TP sur les 1850. Cette fois-ci, espérer une cassure des 1850 pour aller chercher un peu plus haut. Le Brent, en mode fusée. Un repli ferait du bien au marché, mais la bougie hebdomadaire est juste incroyable. Bon, on est venu taper notre plat, donc c'est la résistance intermédiaire. Vendre, toujours pas, on est vraiment dans un flux haussier, directionnel, impulsif, actif, qui surperforme. Tenter des ventes sur repli, c'est tendu. Très clairement, ça reste risqué, plutôt envie de chercher des achats, mais là on est en plein FOMO et ça me dérange. Je crois qu'on a vu la caisse sur Tenkan Kijun 4 heures. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc celles de ceux qui avaient payé, là, on avait évoqué cette caisse sur Tenkan Kijun. Bon, bah, on pris un TP normalement. Voilà. Prise de TP ici, mise à BE du stop loss, si possible sous la plaque Kijun. Un TP a été pris, hop, on supprime le stop loss, et puis on garde et on espère aller chercher les 100 finalement. On est sur résistance, si ça retombe, je serais intéressé pour chercher des achats dans cette zone. Voilà, prise de TP ici, mise à BE du stop. Si le marché retombe, au moins vous avez des bénéfices. Moi maintenant, je suis intéressé pour payer ici. Payer là, ça m'intéresse pas. Et si ça part, tant pis. Mais là, j'ai l'impression de FOMO en fait. Certes, c'est ultra haussier, mais payer maintenant sous résistance, c'est vraiment un peu une bonne chose. Et on a un magnifique canal. Voilà. Donc si on retombe par ici, très clairement, je suis acheteur. Voilà. Vous voyez, notre canal, 4 heures, 1 point, 2 points de contact, pareil en haut, parfait. Donc acheteur
par ici. Si on retombe d'ici mardi, voire mercredi matin, au milieu du canal, je ne fais rien. Si ça casse, eh bien, celles et ceux qui ont payé sur la cassure Tenkan-Key jaune sourient, remontent le stop et viseront la borne haute de ce canal. Voilà le plan de la semaine. Le light, est-ce qu'on a la même chose? On va voir si on peut tracer un joli canal aussi. Ouais, on a déjà les 3 points de contact ici. Parfait. Ouais, c'est propre. C'est propre. Pareil, on est sur résistance en fait. Si je me mets. Ouais, c'est l'oblique, vous voyez ici, qui me dérange. J'ai un peu de mal avec cet oblique. L'impression de FOMO, encore une fois. Là, j'ai mon oblique qui passe et payé sur l'oblique, je suis pas fan. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Là, on a une zone de résistance, on est en plein dedans. Vous voyez, là, les plus bas ici, tac, tac. Là, le marché, il a travaillé ici, les deux plus bas. Donc, on est vraiment sur zone, avec l'oblique au-dessus de la tête. Bon, je suis pas client là. Je suis clairement pas client pour payer là. Je pense que comme sur le Brent, j'aimerais un repli. Mais je vais privilégier très clairement la dynamique du Brent plutôt que le WTI. Pareil, l'oblique est juste là. En données 4 heures, on a notre canal. Bon. On est venu taper notre oblique. Bon, si on peut retomber, on verra. Si on peut retomber par ici, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, je suis pas fan. Je préfère vraiment le Brent. Et bien entendu, le Brent ne va pas faire cavalier seul. S'il doit partir, le WTI partira. Et dans ce cas-là, l'objectif sera d'aller chercher les 97,60, soit la borne haute de notre canal. Mais plus focus sur le Brent, à mon avis, cette semaine, très clairement. Les crypto-monnaies, avec notre Bitcoin qui redonne des signes de vie, belle clôture hebdo, belle clôture daily vendredi, petit bémol, l'absence de volume. Nouveau scénario peut-être en place. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas un range larvé dans le sens où beaucoup l'attendent à 30K? Effectivement, je l'attendais aussi à 30K. Et puis ce week-end, je me suis amusé à tracer une oblique et à faire la parallèle. Et comme quoi, c'est bien fait. On a pile poil les 3 points de contact. Donc peut-être un range larvé, vous voyez. Pas vraiment sur les 30K, tout le monde l'attendait ici, peut-être trop facile, sauf si les indices lâchent 10%. Effectivement, le BTC lâchera 15, voire 20. Mais pour l'instant, ça tient. Donc, nouveau scénario, peut-être range à l'intérieur d'un peu de ce canal haussier, un peu range larvé plutôt, très clairement. Là, on a un vrai canal, là, on a un canal à l'horizontale presque. On a une petite pente d'inclinaison, mais très légère. Donc, canal assez pertinent, en tout cas, surtout grâce aux 3 points de contact. Deuxième point pertinent, la cassure de l'oblique. Enfin, préserver les supports, c'est bien, casser des résistances, c'est mieux. Et le BTC a cassé une double résistance. L'oblique baissière et la résistance des 41 000 $. Donc ça, très bon point. En une seule bougie, flux directionnel impulsive. Donc ça, c'est un bon point. Le mauvais point, c'est pas de volume, en fait. Pour une bougie où le marché a pris quasiment 12%, je trouve que les volumes sont assez maigres. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est l'élément qui fait que je trouve que dans la reprise haussière, on manque encore de carburant, du moins de conviction et d'enthousiasme. Bon. Deuxième niveau à aller chercher, là on est sur la MM50, ça c'est vraiment un niveau que je vais surveiller aussi. Qu'on n'ait pas fait tout chemin pour échouer ici et retomber. Deuxième scénario, en tout cas, qui pourrait être intéressant, ce serait de casser ce niveau. Enfin, la M50, tomber sur les 40K et payer sur les 41 000. Voilà mon plan. Et là, je surveillerai donc cette épaule, tête-épaule inversée. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas envie de payer le BTC. Au mieux de nulle part.
Donc, qu'il aille une bonne fois pour toutes sur les 40 000. S'il peut retomber sur les 40 000 avec la MM50 qui remonte, ce serait top. Voilà. Est-ce que c'est limite? Mais dans l'idée, ce serait vraiment d'aller chercher les 44, retomber doucement, stabiliser vers les 41 000, pourquoi pas d'ici, ouais, ça ferait un bon bout de temps, mais enfin, d'ici la semaine prochaine, d'ici les prochains jours, retomber sur les 40. En tout cas, j'ai bien envie de payer le BTC lorsque la MM50 va se rapprocher de la MM200 et va remonter dans la zone, avec un stop loss sous les plus bas. Donc là, pareil, le plan sur le BTC, ce serait de chercher des achats, enfin, après tant de baisse, mais pas maintenant, d'attendre un beau pullback, si possible qu'on puisse tester ici, retomber, tenter un achat sur anticipation potentiellement d'une épaule tête épaule inversée, et pour avoir un excellent ratio risk-reward. Voilà. Là, actuellement, on est au milieu du désert. S'il faut payer, que ça casse en ligne droite, bon, bah, j'attendrai la cassure, le pullback avec un stop en dessous. Si ce scénario ne se déroule pas dans les prochains jours et qu'au contraire, on monte, hop, on fait le pullback ici, alors j'aurai envie de payer cette zone avec un stop loss là, en espérant qu'on fasse une épaule tête épaule inversée. Donc voilà le plan cette semaine, très clairement, sur le BTC, le plan qui m'intéresse. Donc à suivre de très près. Ah oui, les futurs aussi, je voulais vous montrer les futurs. J'aime bien la bougie là. Sur les futurs, on a une mine d'informations d'un point de vue des chandeliers japonais. C'est là où les institutionnels se positionnent essentiellement. Oui, ici on avait un bel avalement aussi avec le gap. On a beaucoup de gap en fait. Et c'est une mine d'or pour les chandeliers japonais, je trouve. Donc là, c'est même constat. Hein. Si tu mets mon mon canal, vous voyez que j'obtiens quasiment les 3 points de contact. Et là, c'est la réaction qu'on a eue en bas. On a une bougie flux baissière, gap baissier, ici, on clôture avec ce gap baissier, on ne fait pas de gap aussi, mais une belle bougie verte qui clôture dans plus de la moitié du corps précédent, et donc étoile du matin. Voilà pourquoi ça me plaît, ce qu'on est en train de faire. Donc là, une étoile du matin sur le futur. On a un petit gap ici. Voyez. Donc si on va le combler sur les 41 000, ce serait bien. Ça renforcerait notre scénario. Qu'on vienne chercher les 44, qu'on vienne combler hop, ce petit gap qui est juste là, là. Vous voyez, on a un petit gap, qu'on vienne le combler, qu'on paye, hop, et qu'on espère aller chercher un peu plus haut. Voilà en tout cas le plan. Là, si on se m'en donnait daily, voilà, on a un petit gap sympa à aller chercher là. On a la MM50 au-dessus de la tête, on pourrait voilà, venir la taper, caler, combler le gap avant de repartir. Donc vraiment là, ça me plaît sur le BTC. J'aime beaucoup la configuration. Effectivement, si on vient combler ce gap, on viendrait aussi former notre deuxième épaule. Bien évidemment, il faudrait repartir à la hausse derrière. En tout cas, une configuration qui commence doucement à devenir intéressante. L'Ethereum, c'est propre, c'est beau, ça me plaît. Des signaux encourageants, comme ici, pareil. Là, on est sur une étoile du matin doji, exactement, puisque là, on est plutôt sur un doji. Cassure de la MM50, ça aussi, c'est propre, ça me plaît. Deuxième point, donc en hebdomadaire, je note un premier chandelier de retournement. Vous voyez ici, on avait eu l'inverse. Étoile du soir doji, derrière dégringolade. Et là, on a son petit frère, du moins sa petite sœur, l'étoile du matin doji. Après l'étoile du soir doji. Donc, un pattern de retournement en hebdomadaire. Ensuite, si on affine, sortie de canal par le haut, donc ça, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est un peu fragile, mais la bougie est belle. Et là, l'idéal, ce serait de venir taper la M50, d'échouer,
pullbacker, payer avec un stop loss par ici pour viser une reprise. Voilà le plan que j'ai sur l'Ethereum actuellement. Ça me plaît, payer ici, non, on est au milieu du désert. La MM50 peut entraîner un nouveau repli, un pullback un peu agressif, et sur pullback, avec un signal 4 heures ou horaire, payer avec un stop loss un peu large et viser les prochaines résistances. En données 4 heures, je vais supprimer tout ça, tac, 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 hop, hop, mettre une oblique. Bon, j'attends de voir où est-ce qu'on fera le point haut pour essayer de tracer une parallèle derrière. Mais là, on a une oblique sympa. On peut, comme sur le BTC, en fait, taper la M50, retomber, pullbacker, finalement. Voilà, venir pullbacker ici. Voilà, là, on a je dirais une jolie convergence entre oblique haussière et oblique baissière. Donc si on peut aller chercher un peu plus haut, pullbacker sur excès, venir taper là d'ici les prochains jours l'oblique baissière, l'oblique haussière, notre zone, vous voyez, zone de support couplée dans les prochains jours avec oblique haussière, oblique baissière, donc zone de convergence, MM50 qui remonterait aussi derrière, MM200 qui viendrait logiquement un peu s'aplatir. Donc là, pour moi, c'est vraiment une zone très importante, une très belle zone pour tenter un achat. Voilà. Faut qu'on fasse le pullback, comme sur le BTC. Voilà ce que je surveille cette semaine. Et là, pour payer, avec un stop loss sous les plus hauts, donc par ici. Et ce sera voilà, un stop loss par ici. Et on visera TP1. TP2 et encore une fois, pour les holders ou les investisseurs DCA, eh bien peut-être que certains décideront de garder pour viser un peu plus. En tout cas, je donne bien évidemment les prochaines résistances. Après, on verra si on est capable d'aller chercher un peu plus haut, comme on dit, plus il y a affinité, quoi, très clairement. Mais en tout cas, à court terme, voilà le plan de la semaine sur l'Ethereum. Comme sur le BTC, plutôt cette fois-ci, enfin, changement d'attitude et une envie de chercher des achats suite aux signaux haussiers qu'on a eu en hebdomadaire et en daily. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.